votre fidélité dans Agir pour l'environnement aujourd'hui, qui, faut-il le rappeler, est le seul magazine de l'océan Indien entièrement consacré à la protection et à la préservation de l'environnement mahorais. Nous allons nous intéresser à nos forêts et surtout à leur importance dans la préservation de la ressource en eau. Alors, comment vaut-elle, nos forêts, agir pour l'environnement? Ben oui, moi j'y crois. Ce matin sur le plateau, nous recevons Rachida Omar, qui est la directrice de l'ONF Mayotte. Bonjour madame. Bonjour, bonjour téléspectateurs. Et puis Michel Charpentier, qu'on ne présente plus, mais qui est le président des naturalistes de Mayotte. Bonjour Michel. Bonjour. Merci à tous les deux d'être avec nous. Une première question que l'on se pose tous un an après le passage de Chido sur le département. Madame, monsieur, comment vont nos forêts? Alors, presque, un an presque du passage du cyclone, la dynamique dans les forêts, on peut déjà l'observer. Il y a certaines zones où on peut se dire que ça repartira plus. Il faudra qu'on accompagne les forêts. Il y a d'autres zones qui sont plus résilientes et qui démarrent. Il y a d'autres zones où c'est plus la surcatastrophe après le cyclone qui a causé des dégâts. C'est quoi la surcatastrophe après le cyclone, Rachida? Pour moi, c'est l'impact anthropique. Il y a eu les forêts qui ont été afffaiblis par le passage du cyclone et pour certains endroits achevés par l'impact anthropique. Et l'impact anthropique, c'est quoi? C'est l'agriculture? C'est quoi l'impact anthropique précis pour dans le cas là concrètement de nos forêts? L'impact anthropique, donc il y a plusieurs types d'impacts. Donc après le passage du cyclone, il y a eu plein d'habitats qui ont été endommagés, ça a généré des déchets. Et les déchets, il y a des personnes qui les ont déposés où elles ont pu, malheureusement, sur certaines surfaces forestières. L'impact anthropique, c'est également les conséquences du brûlis qui n'est pas maîtrisé pour certaines zones et qui sont allées jusque dans les forêts. Pour ne citer que ces deux exemples-là, je ne sais pas si Michel souhaite compléter. C'est ça, c'est le développement d'une agriculture là où ça a été dévasté, une agriculture de manière totalement illégale. Et ça a contribué, ça a rendu encore plus improbable la possibilité de faire repartir ces forêts. Oui, pour les zones où il y a cet impact anthropique, sans l'intervention des forestiers, des gestionnaires, des associations environnementales, ça va être compliqué que la forêt reprenne le dessus sur l'activité de l'homme. Alors vous avez dit, il y a une partie de forêt qui a été abîmée, qui repartira pas toute seule. Pourquoi? C'est quoi le phénomène qui explique ça? Parce que souvent là on a vu tout repousse en fait ici. C'est vrai que ça reprend, mais il y a beaucoup d'espèces végétales envahissantes. Donc ça reprend, qui prennent la place. Qui prennent la place. Et puis pourquoi ça reprend pas tout de suite aussi? Les semenciers, le fait que les arbres vont produire des graines, les graines vont tomber au sol, elles vont germer et continuer à régénérer toute seule la forêt, la production de graines et de semences est impactée. Pourquoi? Parce que les espèces végétales ont subi un choc. Donc il y en a, par mécanisme de défense, vont produire beaucoup de semences qui va ensuite être pourrir et ne pas être disponible pour le sol. Et il y en a où la période de floraison, de germination va être retardée. Donc tout ça fait que les forêts ne repartent pas toutes seules de manière... c'est pas automatique. Il faut ajouter que même si elle redémarre de manière naturelle à partir de la banque de graines du sol, il faudra 30 ans avant que ça redevienne vraiment des arbres. Évidemment, évidemment. Alors, on dit à Mayotte qu'on a deux types de forêts, des forêts sèches, des forêts tropicales. Les deux types de forêts, elles ont été impactées par Chido?
Oui, tout a été impacté, mais c'est plus des questions de zone géographique, hein. On sait que le cyclone a surtout impacté la partie nord et est de l'île. Donc les forêts sèches qui, elles, sont plutôt sur les îlots et dans les presqu'îles comme Andréma, Sazilé. Andréma a été assez fortement touché. Mais moins Sazilé. Beaucoup moins Sazilé. Ouais. C'est pas une distinction entre forêt sèche et forêt humide, c'est une distinction surtout géographique. Rachida, on parle de forêt primaire à Mayotte. On disait qu'on en avait encore beaucoup. On parle de hotspot de biodiversité pour Mayotte. On en est où aujourd'hui concrètement? Est-ce qu'on a toujours des forêts primaires? Est-ce qu'on est toujours un hotspot de biodiversité? Alors, avant le passage du cyclone, les forêts primaires, c'est-à-dire absolument pas touchées, pas d'impact humain, pas reboisées, où il n'y a pas eu d'intervention de l'homme, elles représentaient 5% uniquement des forêts, hein, pas du territoire, 5% des forêts. Donc aujourd'hui, après le passage du cyclone, comme l'a rappelé Michel, les zones qui sont plus au nord ont été très impactées, celles au sud moins. Donc là, aujourd'hui, la biodiversité, les forêts ont pris un coup. Après, dans la stratégie de restauration, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va reboiser toutes les zones, même celles qui faisaient partie des 5% intactes, ou se dire que c'était intact 5% et on laisse se restaurer naturellement avec le temps et les difficultés qu'on a évoquées juste avant? Donc aujourd'hui, tout est impacté. Et c'est dans la stratégie qu'on va voir comment on va avancer avec ces données. Mais c'est peut-être quelque chose que nous, téléspectateurs, on va dire grand public, on maîtrise pas bien. Mais ça coûte cher de reboiser une forêt. Vous parlez de stratégie. Nous, on se dit, planter un arbre, c'est pas si dur. Et pourtant, on en a beaucoup parlé de la stratégie de reboisement, donc ça doit être important. Comment ça se passe, en fait? C'est quoi une stratégie de reboisement? Et combien ça coûte? Avant d'arriver à la partie financière, je vais expliquer un petit peu l'effort qui est nécessaire pour mener des travaux de reboisement. Déjà, il faut avoir des graines et de la semence disponible, qu'il faut soit aller chercher, qu'il fallait chercher dans les forêts, ou des semenciers étaient présents chez les pépiniéristes où ils pouvaient récolter les graines et les mettre en germination. Donc déjà l'effort d'aller chercher la semence, de connaître les saisons de germination ou de récolte, de connaître les lieux des semenciers, aller les chercher. Des fois, c'est des heures de marche en forêt, dans des conditions difficiles. Donc, il y a déjà cet effort-là à prendre en considération. Le deuxième, une fois qu'on a la semence et la ressource graines, faut faire des boutures, des plants. Faut faire des jeunes plants qui seront ensuite emmenés en forêt. Oui, parce qu'on ne plante pas les graines, en fait. On plante déjà des petits arbres. C'est ça. Et ça peut prendre 6, 8, 12 mois. Selon le type d'essence, parce qu'on a des essences à croissance rapide, on a des essences à croissance lente, et pour maintenir une biodiversité, il faut que ça soit un mélange d'essences rapides, d'essences lentes, pour essayer de reconstituer le milieu aussi fidèle qu'il l'était. Et ça prend au moins 1 an. Donc quand on a un projet de reboisement, nous, on doit commander au préalable les plants 1 an à 1 an et demi avant pour qu'ils soient disponibles. Et il y a ici des pépiniéristes qui, ou peut-être que c'est vous à l'ONF dans des cercles, je ne sais pas comment ça se passe, mais ces plants, c'est du travail. Comment on fait? Oui, tout à fait. Donc il y a des pépiniéristes, on travaille avec des pépiniéristes locaux. Des professionnels, des professionnels, exactement, des professionnels de la filière qui vont s'occuper d'aller chercher les graines, les plants, les semences, les mettre en culture. Et après, les entreprises de travaux et services forestiers vont récupérer les plants chez les pépiniéristes pour les mener jusqu'aux zones de plantation. Et planter. Et ça se fait à pied. Donc les plants sont portés à dos d'homme jusqu'au lieu de plantation. Donc ça explique vraiment la difficulté
de reboiser. Aujourd'hui, à l'ONF, en tout cas post-Chido, on ne va pouvoir reboiser que 20 hectares par an pour prendre en considération les acteurs de la filière qui ont été impactés au niveau de leurs serres, au niveau des infrastructures, prendre en considération les semenciers qui ont été impactés également par le cyclone. Donc c'est pour donner à peu près un ordre d'idée de l'effort nécessaire pour refaire une forêt par l'homme. Et quand vous dites 20 hectares, il y aurait aujourd'hui combien d'hectares à replanter ? Parce que vous diriez 42, 63. Pour la plupart d'entre nous, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, vous pouvez replanter 20 hectares par an, c'est clair, mais il faudra replanter combien en tout ? Alors, nous, dans la stratégie un petit peu de restauration, étant donné que toutes les surfaces ont été impactées, nous allons nous concentrer pour les reboisements sur les zones qui ont subi des impacts forts anthropiques, c'est-à-dire les zones qui ont été incendiées, par exemple, principalement. Donc, c'est sur ces zones-là qu'on va concentrer nos efforts de reboisement. Les zones qu'on récupère de l'agriculture illégale qu'on va restaurer pour remettre en état forêt. Donc, c'est ces zones-là. Et puis, pour le reste, ça va être de l'accompagnement de la régénération naturelle. Donc, sur les zones où nous observons que le développement des espèces envahissantes prend le dessus de manière plus rapide et anarchique, on va retirer ces adventices, ces espèces envahissantes, pour laisser la place aux espèces indigènes, endémiques, aux espèces locales, du coup, de prendre le dessus et de reconquérir les milieux. Donc, c'est un multi-travail, en tout cas. Exactement. Il y a plusieurs tâches. Donc, on va accompagner la nature. Et puis, pour les zones où la nature ne pourra pas reprendre le dessus tout seul, on va reboiser. Voilà. Alors justement, on parle de reboisement. Je vous propose qu'on retrouve Alicia Sedani. Elle est l'une des intervenantes des naturalistes de Mayotte, et elle est dans une zone, un programme confié aux naturalistes sur la Gouloué, un gros programme de reboisement. Écoutez-la, elle explique l'opération, et puis ensuite, Michel, vous nous direz où on en est sur cette opération. Écoutez Alicia Sedani. Combien d'arbres vous avez planté sur cette parcelle et que vous comptiez planter sur les autres parcelles? Ok. Au total, donc, il y a 4000 arbres qui doivent être plantés dans le cadre du projet. Donc 2500 arbres forestiers. Donc c'est des espèces indigènes de forêt qui viennent de Mayotte. Et 1500 arbres fruitiers, parce qu'on travaille en fait avec des agriculteurs, donc des propriétaires privés, et on leur fournit des arbres fruitiers. En contrepartie, on peut planter des arbres forestiers. Et sur la parcelle ici, on a planté une première fois 800 arbres et après 200 arbres forestiers. Donc 1000 arbres forestiers et environ 200 arbres fruitiers. C'est vrai que c'est important de faire le suivi des plantations. Sinon, on ne sait pas si elles sont vraiment viables. Une plante, à partir du moment où on la met en terre, il peut se passer plein de choses. Elle peut mourir à cause de stress hydrique, par exemple, donc manque d'eau, trop de soleil, ou ça peut aussi être du pâturage qui va venir manger les jeunes pousses. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on ne peut pas faire le suivi de tous les plants qu'on met en terre, mais on fait un suivi d'à peu près 5% des plantations, du total des plantations. Donc on va prendre quelques espèces, quelques pieds de différentes espèces qu'on plante, et on va mesurer du coup la taille, le diamètre. On va prendre un point GPS à cet endroit-là et mettre une étiquette à la plante pour l'identifier. Et ensuite, on va revenir, donc là dans le cadre du projet, on va revenir au bout de 8 mois à peu près pour voir si la plante a poussé ou s'il lui est arrivé quelque chose, si elle est morte. Et après, on répercute ce chiffre sur l'ensemble de la plantation. C'est vrai que la participation des agriculteurs, c'est déjà on peut venir faire le projet sur ces parcelles-là parce qu'on leur a expliqué avant tous les enjeux du projet et ils ont compris l'intérêt de reboiser les abords du cours d'eau. Donc ils valident un petit peu ces plantations-là, donc les plantations d'arbres forestiers. Et ça, c'est une étape très importante pour que les plantations soient durables. C'est que déjà les agriculteurs, ils comprennent l'intérêt et qu'ils acceptent de participer à ça. Et du coup, ce qu'ils vont faire, c'est par exemple ne pas déjà faire des plantations maraîchères dans les zones où on a planté des arbres forestiers. Et pareil, essayer de ne pas faire pâturer les bêtes à ces endroits-là. Donc ils sont vraiment en
aujourd'hui sur ce programme? Alors, il faut déjà préciser que on n'est pas dans une zone forestière au sens réserve naturelle, forêt départementale ou forêt domaniale. Hein. On est dans ce qu'on appelle l'agroforêt, c'est-à-dire où on mélange les activités. Où il y a à la fois des arbres et de l'agriculture. Hein. Et on tient compte pour cela de la demande aussi des agriculteurs, parce que le meilleur moyen de pouvoir maintenir des arbres sur une certaine superficie, c'est que les agriculteurs y trouvent un intérêt eux aussi. Hein. Donc là, on était dans une zone agroforestière où l'objectif principal, c'était déjà de remettre des arbres parce que ça tient le sol, ça tient la terre et ça permet l'infiltration d'eau. Bon, très bien. Et un deuxième objectif que Alicia a évoqué, c'est de veiller à ce que les ripisylves, c'est-à-dire le bord de rivière de la Gouloué, soient vraiment plantés en arbres pour que les berges ne soient pas érodées par l'eau qui ravine éventuellement. Voilà, ouais. Par des inondations éventuelles. Voilà. Donc ça s'est fait en assez bonne entente avec les agriculteurs qui étaient sur place. Donc vous voyez, il y a en gros 60% d'arbres indigènes et 40% ou peut-être un peu moins d'arbres fruitiers, parce que ça c'était un peu la demande évidemment des agriculteurs. Hein. On y est retourné récemment sur place et on s'est aperçu que ça fait partie des zones qui ont été impactées par les incendies qu'on a connus au cours des dernières semaines. Alors tout n'est pas brûlé, mais malheureusement il y en a une partie qui a brûlé. C'est souvent le cas quand on fait ce genre d'opération. Ça doit être extrêmement frustrant de se rendre compte que ça n'a pas marché parce que ça a brûlé ou que ça n'a pas marché pour d'autres raisons. Hein, d'ailleurs, ça doit être frustrant quand même. Ça fait partie quand ça fait des années qu'on reboise, ça fait partie des risques et on les connaît. Et on les connaît sur Mayotte. Mais pour éviter d'arriver à ce genre d'événements, de pertes, on sélectionne les zones. Et si c'est le cas de zones dégradées par des cultures illégales, par exemple, il y a tout un travail de reconquête et du foncier qui est réalisé avant, en tout cas pour les forêts publiques, pour éviter d'avoir ce type d'activité qui reste aux alentours et qui risquerait d'endommager le travail qui est fait. Alors justement, on parle d'agriculture illégale, donc on parle de terres préemptées. Vous aviez expliqué tous les deux tout à l'heure qu'il y avait beaucoup d'hectares de forêt qui avaient été abîmés par les cyclones et donc l'agriculture illégale a fini de tout ravager pour installer manioc et bananiers en lieu et place des arbres. C'est quoi les moyens d'action que peuvent avoir les autorités comme l'ONF ou la réserve naturelle ou autres pour justement éviter que les terres soient préemptées par l'agriculture illégale? Nous, en termes d'action, on travaille de manière coordonnée avec la DAF, les forces de l'ordre, que ce soit police ou gendarmerie, oui. La réserve naturelle nationale, le conseil départemental. Donc, toute cette équipe font des patrouilles pour essayer de quadriller quand même tout l'espace forestier et faire de la sensibilisation et le cas échéant de la verbalisation. Voilà. Donc en respectant le code forestier. Évidemment. En respectant le code forestier, le code de l'environnement. L'OFB également travaille avec nous, j'ai oublié de oui, ils ont une police de l'environnement active. Exactement. Oui. Et de plus en plus, maintenant, nous travaillons sur une convention pour intégrer les polices de l'environnement des intercos. Donc on est en train d'élargir les personnes qui nous rejoignent autour de la table pour intensifier les surveillances. Voilà. Donc nous pouvons agir dans ce cadre-là, intensifier les surveillances, faire de la sensibilisation sur le terrain, verbaliser si c'est nécessaire en cas
de récidive. C'est quoi la différence, je ne sais pas lequel de vous deux répondra, mais c'est quoi la différence entre la réserve naturelle qui a été mise en place et qui vient d'assermenter 9 agents, là, récemment, avec les forêts domaniales de l'ONF, les forêts départementales du SRF, enfin donc du conseil départemental. C'est pas un peu compliqué pour vous, par exemple, Michel, qui êtes aucun de ces outils, mais qui pourtant travaillait beaucoup dans les forêts? Oui, alors quand on parle de forêt, il y a forcément des arbres, évidemment. Mais qui est propriétaire de l'arbre? Voilà, il y a un problème foncier. Bon, forêt domaniale, ça veut dire que ça appartient à l'État. Forêt départementale, ça appartient au département. Et on sait que le département, à Mayotte, possède à peu près les 4/5e, peut-être 3/4, 4/5e des forêts. C'est 5000 hectares à peu près de forêt départementale et 1400, on a au total 7000 hectares de forêt publique à Mayotte, 1400 forêts domaniales, 4500 forêts départementales. Et la réserve naturelle, alors comment elle s'interpelle? C'est une réserve naturelle de quels hectares? Alors, sur ces surfaces-là, sur ces 7000 hectares, on a à peu près la moitié, 2800 hectares qui ont été mis sous réserve. Donc, dans la réserve naturelle nationale des forêts de Mayotte, il y a une partie de forêt départementale et une partie de forêt domaniale. Donc, il y a un groupement d'intérêt public qui a été constitué entre les principaux gestionnaires forestiers historiques pour mettre en protection un peu plus forte une partie des... C'est une zone de protection plus élevée, en fait. Voilà, c'est ça. Petite question, quel lien on peut faire aujourd'hui entre la forêt, qu'elle soit privée d'ailleurs, publique, qu'elle soit domaniale ou qu'elle soit départementale, quel lien on fait entre la forêt et les nappes phréatiques et la ressource en eau, Michel? Ça, c'est le rapport entre les arbres et la ressource en eau. Sur une forêt où il y a des arbres partout, la ressource en eau est beaucoup plus protégée parce que d'abord la forêt permet l'infiltration, l'eau tombe de manière beaucoup moins brutale au niveau du sol, il y a moins d'érosion et elle peut s'infiltrer à travers l'ensemble du réseau racinaire. Donc on sait que là où il y a de la forêt, il va y avoir de l'infiltration. Et à l'inverse, quand il n'y a plus de forêt, il y a assèchement. On a perdu en près de 30 ans, d'après la FAO, 27%. C'est quoi FAO? C'est une agence de l'ONU sur la question de l'agriculture et de la forêt. Donc on a perdu, selon eux? On a perdu, d'après eux, sur 30 ans, 27% de surface boisée. C'est pas forcément du domanial, du ceci, du cela, ça peut être justement de l'agroforêt. Mais des arbres dans de l'agroforêt, c'est très important aussi. Et donc, ceci est quand même important. Je rappelle une chose qui a été faite par une ingénieure de l'ONF il y a quelques années. Je me souviens très bien. Voilà, qui avait estimé que 100 hectares de forêt replantée sur un bassin versant, ça représentait 400 000 mètres cubes de réserve d'eau en saison sèche. Il y avait dans les nappes phréatiques la possibilité de retrouver 400 000 mètres cubes d'eau. Donc c'est vraiment très important le rapport entre le boisement et la ressource en eau. Mais comme vous l'avez dit, quand on replante un arbre, il faut 30 ans, donc c'est un travail effectivement de très longue haleine. Quel lien il faut faire, Rachida, entre cette forêt qu'on fait disparaître, l'érosion des sols et l'envasement du lagon? Parce que pour ceux qui ne savent pas, on pourrait se poser la question, mais quel lien entre l'arbre sur le Benara et le lagon à Chirongui, par exemple? Alors, c'est bien ce qu'a dit Michel. Et moi, je voudrais, en plus de faire le lien entre la forêt et l'envasement du lagon,
dézoomer un petit peu plus et parler de tous les services écosystémiques que rendent les forêts. Oui. Donc, on peut se concentrer juste sur la ressource en eau, sur l'envasement du lagon, mais en réalité, les services écosystémiques rendus par la forêt sont nombreux. Elles permettent de capter du carbone. Dans un contexte de réchauffement climatique global, ce sont des habitats pour les animaux, pour la faune locale. En plus d'être des habitats, ressources alimentaires, pareil, toujours pour ces espèces animales présentes sur le territoire. C'est des zones récréatives dans le sens où il y a des personnes qui aiment faire la randonnée, qui aiment se balader, etc. Ça participe à l'attractivité du territoire, en plus des bénéfices sur la ressource en eau. Et le système racinaire agit un petit peu comme des filets qui vont retenir la terre. Ça va éviter les glissements de terrain, chute de blocs. Il y a des zones qui sont plus impactées par ces phénomènes-là, au niveau des crêtes, peut-être un petit peu plus dans le nord. Le fait de déboiser ces zones-là, on aura plus d'écoulement de boue qu'on peut observer. Même sur les habitations, même sur les habitations. On voit à chaque saison des pluies, il y a des zones où on a des maisons, ils ont de l'eau jusqu'aux genoux. À quoi, par exemple, vous parliez du Nord? Par exemple, exactement, qui ont de la boue qui arrive, qui coule. Voilà, donc ça fait des gros écoulements de boue qui impactent déjà la population et en plus le lagon. Oui, donc en fait, en réalité, les forêts sont hyper importantes pour l'eau. Alors, on dit aussi que la présence des forêts permet de retenir les nuages sur terre et donc de favoriser faire les pleuvoir. Précipitations exactement là où il y a de la forêt. Donc ça, c'est utile aussi. Voilà. De manière générale, les forêts rendent habitable un territoire. Elles participent à l'habitabilité de ce territoire. Il est agréable de vivre à Mayotte parce qu'il y a des forêts. Et c'est sûr qu'en ayant perdu près d'un quart de territoire boisé depuis une trentaine d'années, eh bien, on réduit cette évapotranspiration qui permet justement d'alimenter les nuages et de pouvoir avoir un peu plus de précipitations. Et on est en train d'assécher notre territoire. Il faut absolument qu'on préserve les forêts. Alors, il ne faut pas faire n'importe quoi, là-dessus on est tous d'accord, mais il faut veiller à la restauration progressive de la forêt à Mayotte. C'est indispensable. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux pour ces explications très claires qui, je crois, nous ont permis de mieux comprendre l'importance du lien entre l'eau et la forêt, et donc de faire super attention à nos forêts. Soyons extrêmement vigilants. Merci à tous les deux. Nous, on se retrouve très bientôt dans Agir pour l'environnement avec un autre thème qu'on va évidemment aborder à très vite.